Aujourd'hui, Élan d'artiste part à la rencontre de la dessinatrice Lea Belousovitch. Lea Belousovitch dessine à partir d'images de presse qui montrent la violence du monde et son impact sur notre condition humaine. Elle questionne par là le photoreportage, qui se révèle parfois cruel quand il diffuse des images de façon trop immédiate et brute. En une fraction de seconde, ces images font le tour du monde. Mais que nous apportent-elles vraiment ? Elles peuvent davantage nous laisser dans un état de sidération et de paralysie, plutôt que de nous inviter à nous révolter. Paradoxalement, les dessins de Léa sont doux, apaisés, voire même reposants. Ils nous proposent une manière plus tranquille de faire face aux maux de notre temps. Cependant, pourquoi représenter la violence du monde avec douceur ? N'y a-t-il pas là un risque de l'atténuer ? Voire même de l'ignorer ? Élan d'artiste en discute dès maintenant avec Lea Belousovitch. Élan d'artiste, Alix 2.1. Lea Belousovitch, bonjour. Bonjour. J'ai entre les mains vos 3 monographies. Il y en a une qui date de 2017, une autre qui date de 2021 et une troisième qui vient de sortir, qui date de 2023. Lea Belousovitch, j'aimerais d'abord me pencher sur votre pratique du dessin parce que je pense que c'est la pratique que vous exercez le plus. Oui, tout à fait. Quand je regarde votre monographie, donc ce livre qui vous est consacré, j'observe un petit peu tous vos dessins. Je trouve ça très intéressant parce que ce sont des dessins flous, ce sont des dessins de couleurs, des couleurs qui se mélangent étant donné qu'on est dans du flou. Et alors on peut distinguer des formes, des ronds, des sortes de rectangles, beaucoup de mouvements. Et c'est interpellant parce que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre ce que ces dessins représentent. Alors après, je lis les titres de ces dessins. Donc ici, j'en ai un face à moi et je vois Lagos, Nigeria. Ou alors, je tourne la page et je tombe sur un autre qui s'appelle Lahore, Pakistan, Mother and Child. Et puis je regarde, je vois une série qui s'appelle Attentat. Je suis un peu interloquée et j'aimerais bien un petit peu mieux comprendre en fait quel est le rapport entre ces intitulés et vos dessins. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ? Oui, alors en effet, donc, le travail de dessin dont on parle ici est un travail que je pratique déjà depuis 10 ans maintenant et qui est comme ça la colonne vertébrale de ma pratique artistique. Donc ce travail de dessin, qui est donc un travail de dessin au crayon de couleur sur du feutre textile, se base en fait sur des recadrages assez précis dans des images de presse. Donc il commence en tout cas par une grande phase de recherche documentaire d'images, de lecture d'articles, de recherche de sources, d'informations diverses, de choix d'images. Et à partir de ces choix d'images, j'opère un recadrage à l'intérieur de ces images qui sont déjà en fait des choix de cadrage d'un photographe. Donc c'est vraiment un cadre dans le cadre. Et à partir de ce recadrage, qui est toujours net en fait, c'est une photographie, je dessine donc directement à main levée sur le feutre au crayon, dans une visée, dans une optique de travailler le flou, donc de simplifier, on pourrait dire, en tout cas de respecter les compositions, les formes, les teintes que je perçois dans cette image, mais vraiment en allant vers une démarche vraiment purement de dessin plastique, de flou. Donc c'est à la fois un flou mental, je pourrais dire, et à la fois plastique, de par la technique dont on pourra plus parler tout à l'heure. Mais donc c'est pour ça que les titres, en tout cas, apparaissent comme ça, comme une sorte de seconde lecture. C'est-à-dire après avoir vu les œuvres, on lit en général le titre, ou même si on le lit avant, c'est pareil, il y a un jeu d'aller-retour qui se crée entre le texte et ce qu'on voit. Et les titres, donc les titres de mes œuvres, de mes dessins, de mes séries, reprennent les lieux, les villes et les dates des événements qui sont traités dedans. Et quels sont ces types d'événements ? Alors c'est principalement, c'est toujours en tout cas des événements qui ont une portée vulnérable très très forte, donc vraiment des événements de violence, de blessures, de sauvetage parfois, en tout cas où la vulnérabilité humaine est à un point de summum très haut, et qui à un moment comme ça est capturé par l'appareil photographique. Sont toujours des images que je choisis qui sont
pas prise au téléobjectif, donc où il y a quand même une proximité physique aussi entre le preneur d'image et la personne photographiée. Donc les sources sont inspirées, je pourrais dire, de l'actualité, sont toujours des événements relativement récents, des 10-15 dernières années. J'essaie comme ça de suivre une certaine actualité, un certain monde contemporain, d'être au plus proche. Je vais jamais, par exemple, dans l'image d'archives, dans ce travail de dessin-là. Une espèce de tentative de suivre le réel, même si évidemment c'est impossible, mais voilà, c'est toujours des événements contemporains. Concrètement, quand vous parlez d'événements contemporains, on peut être face à des catastrophes naturelles, des séismes, même des guerres. Est-ce que vous pouvez juste donner un exemple ? Un exemple, oui. Par exemple, il y a une série assez forte qui a été d'ailleurs émotionnellement assez chargée à réaliser, qui était le massacre de la ville de Oula en Syrie, pendant la guerre de Syrie, donc en 2012. Donc Oula, c'est une ville en Syrie où il y a eu divers événements militaires, évidemment, mais il y a eu à un moment, le 25 mai 2012, un massacre d'enfants, donc qui a particulièrement à un moment comme ça éveillé les consciences au milieu de la guerre de Syrie, qui était de toute façon n'avait pas forcément besoin d'un événement en particulier pour qu'on s'y attarde, mais voilà, il se trouve que le fait que ce soit des enfants d'un coup a attiré l'attention très fort sur la situation de la ville. Et ce sont des portraits d'enfants qui ont été réalisés par l'ONU, en fait, de manière assez incisive, comme ça, avant que les familles puissent les identifier. Donc c'était quand même dans un but d'identification, mais c'était bien avant les familles, c'était vraiment au moment même où on les a trouvés. Et ils étaient tous enveloppés dans des couvertures, dans des sortes de linceuls. Enfin, c'était une scène évidemment atroce. Et je dois dire que ces images-là font partie des images les plus dures que j'ai vues, que j'ai traitées. Donc voilà, il y a eu par exemple cet événement-là. Il y a eu d'autres dessins liés à la guerre de Syrie que j'ai fait aussi, un peu après celle-ci. On parlait de Lahore tout à l'heure, du dessin Lahore. Donc Lahore, c'est une ville au Pakistan et il y a régulièrement des attentats contre les chrétiens du Pakistan, en fait. Donc la série Lahore, là, c'est un triptyque de 3 dessins qui parlent d'attaques qu'il y a eu contre les chrétiens du Pakistan. Donc une dans un parc et une devant une église. Voilà, pour citer quelques exemples. D'accord, donc ce sont donc souvent des événements très violents qui mettent en scène la douleur humaine. Alors vous dites que vous partez à partir de photographies, que vous travaillez donc vos dessins à partir de photographies, et vous avez utilisé le mot photoreporter, donc c'est essentiellement des images de presse. Oui. Où est-ce que vous les trouvez ? Est-ce que c'est dans les médias officiels ou est-ce que vous allez chercher des images un petit peu ailleurs ? Non, c'est principalement dans les médias officiels, donc dans les journaux d'information, donc sur Internet. Parfois dans des bases de données aussi, type Reuters et tout ça. Parfois sur les réseaux sociaux, mais quand même un peu moins souvent. Oui, c'est assez... Bon, ça devient quand même assez facile aujourd'hui d'accéder aux images, hein. Votre thématique principale, c'est la douleur humaine. Oui, je pourrais dire qu'il y a plusieurs sous-thèmes comme ça, sous-centres d'intérêt à travers toutes mes œuvres, parce qu'il n'y a pas que cette pratique de dessin en crayon couleur, il y a aussi d'autres œuvres, mais je pourrais dire que la douleur humaine, la vulnérabilité, en tout cas, par le biais des images, donc de l'image vraiment avec un grand I, quoi, de ce monstre image, comme je dis souvent. Il y a des questions d'image en tant que preuve aussi qui interviennent dans différentes œuvres, la question de la honte liée à l'image, il y a toujours toutes les interactions qu'il peut y avoir entre nous, les images, la violence et certains autres concepts. C'est ça, donc vous expliquez que, par exemple, vous donniez l'exemple du massacre de la ville de Oula en Syrie et de tous ces enfants, ces photos d'enfants qui ont circulé dans les médias, avant même que leur famille les ait identifiés. Cela pose quand même fort la question du consentement. J'ai l'impression que c'est une question plutôt actuelle. Est-ce que c'est aussi une question que vous souhaitez travailler à travers vos dessins ? Oui, il y a cette idée aussi d'aborder des questions de... ce que je pourrais appeler la photographie par la contrainte, donc vraiment la photographie subie, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui n'ont pas choisi d'être photographiés, surtout pas à cet instant-là, qui n'ont pour la majorité des cas pas donné leur accord, parce qu'ils sont dans une situation vulnérable ou parce qu'ils sont déjà décédés.
Donc il y a cette question du consentement qui, je pense, oui, est en trame de fond comme ça de mes recherches, de mes sources et de mes œuvres. Après, il y a aussi cette question de la frontière éthique, je pense, ce qui rejoint la question du consentement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout encore... est-ce qu'on peut tout photographier ? Est-ce qu'on a besoin de voir certaines images pour parler d'un événement ? Est-ce que parfois, ça ne va pas trop loin ? Quelles sont les limites ? Quelles sont les barrières ? Est-ce qu'il y en a, d'ailleurs, ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Il y a eu un exemple aussi à Nice, lors d'attentats, où vraiment la presse s'est fait jeter tout de suite parce qu'ils se sont jetés sur quelqu'un qui venait juste de décéder à l'instant même. Ils se sont jetés sur lui et les gens sont arrivés autour, ont dit non mais là c'est trop, quoi. Donc je pense que c'est ce genre d'image que je recherche, quoi. Et dans quel objectif est-ce que vous allez exploiter ces images pour les retransposer ensuite sur le feutre ? Dans quel objectif ? C'est-à-dire dans quel... Donc vous décidez donc de flouter des images qui sont nettes. Pourquoi ? Oui, il y a cette idée évidemment par le flou, le grand travail du flou, donc qui s'inscrit dans toute une tradition de l'histoire de l'art aussi, la pratique du flou. Mais il y a cette idée, comme je disais, de frontière éthique, donc de créer une espèce une distance. Le flou, c'est vraiment, je pourrais dire, l'intermédiaire. C'est un intermédiaire qui donne et qui en même temps ne donne pas assez du réel. Et en ça, je trouve ça très intéressant de travailler ça, parce que ça crée une ambiguïté, ça appelle à l'imaginaire aussi, à la mémoire. Je pense que le fait de ne pas voir et envisager, aborder la représentation par le biais de la figuration ou de choses très précises, très nettes, ça entraîne forcément dans le cerveau des mécanismes qui cherchent à reconnaître. Justement, moi, dans mes dessins, la majorité des gens qui sont confrontés cherchent à reconnaître des choses. C'est un espèce d'automatisme que le cerveau ne peut pas s'empêcher de faire. Et en fait, ça crée une frustration. J'ai l'impression aussi de ne pas pouvoir reconnaître ou accéder, même si cette image d'origine existe et que moi, c'est pas un secret, ce sont des images publiques, donc on peut toujours les retrouver. Mais l'idée, par l'œuvre d'art, c'est vraiment de créer un pas de côté comme ça avec ce flou, un pas de recul, une anonymisation aussi de ces visages, de ces corps, de ces blessures, et quelque part peut-être donc un respect, peut-être une guérison. Et puis il y a cette matière feutre, dont on parlera plus en profondeur, mais qui est quand même pas anodine. Et donc mon intention par la technique, la source et la matière, c'est vraiment de créer une surface, un lieu qui parle d'un traumatisme, mais d'une façon peut-être plus abordable que si elle était directe et crue. Vous restaurez un petit peu la dignité de ces victimes. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que dans mon geste aussi plastique, il y a quelque chose de presque sédatif, c'est-à-dire que mon geste plastique est assez agressif sur ce feutre, comme si j'injectais à chaque coup de crayon une espèce de décharge comme ça traumatique à l'intérieur de la fibre, de la matière. Et puis cette matière feutre est comme une peau aussi, finalement. Elle reçoit comme ça ce qui était de l'ordre du numérique aussi, du pixel, de l'impalpable. Elle devient tout d'un coup physique. Elle est proche du corps, elle est très organique, elle est protectrice, elle est enveloppante. Elle ressemble peut-être à un pansement. Voilà. Oui, là, on arrive tout doucement justement à votre technique, c'est intéressant. Donc, vous avez choisi de dessiner à main levée au crayon de couleur sur du feutre textile. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la genèse finalement de ce choix ? Oui, donc le feutre s'est assez vite imposé en fait dans cette recherche. Déjà quand j'étais à l'école en fait, et déjà à partir de la 4e année, si je me souviens bien, je travaillais déjà dans cette recherche de flou. Donc vraiment un pur travail de dessin à partir d'images. C'était pas des images de presse, mais c'était un peu d'autres sources. Mais il y avait déjà cette attention portée à flouter ce qui était net. Et voilà, à partir de cette recherche de flou, en fait, je travaillais la couleur, déjà, au crayon de couleur. Et puis, je réfléchissais beaucoup, évidemment, à mon projet, à mon travail. Et puis, je souhaitais vraiment trouver une matière qui apporte une tenue, quoi, un corps au sens physique, parce que je dessinais sur du papier. Et puis, un peu par hasard, en fait, j'ai trouvé de la feutrine d'abord. Donc, la feutrine, c'est vraiment très, très fin. Hein. Ça fait de 1 à 3 mm. C'est beaucoup plus fin que le feutre.
J'ai trouvé de la feutrine blanche et en fait, j'ai commencé à transposer ce que je faisais sur papier sur cette feutrine. Mais un peu, lors de recherche à l'atelier, un peu de manière inconsciente, je sais pas. Et puis en fait, il y a eu cette réaction du crayon de couleur qui a commencé à faire pelucher la feutrine, que j'ai trouvé absolument fascinante. Et puis voilà, depuis 10 ans, j'en suis toujours là. J'ai trouvé que cette réaction plastique était très intéressante parce que c'est une technique vraiment sèche. Ce sont des crayons très secs, donc ils viennent comme défeutrer le travail de feutrage, en fait. Parce que donc, pour expliquer le feutre, donc après cette feutrine, je suis passée au feutre qui est beaucoup plus épais, à différents types de feutres, on pourra en reparler, mais le feutre est vraiment un textile qui n'est pas tissé, donc qui est composé de fibres pressées à l'extrême, de fibres de laine. Donc ce sont vraiment des fibres de laine assemblées, apposées, travaillées avec de l'eau chaude et du savon. Et puis pressé, mélangé, mixé, essoré, il y a tout un protocole qui fait qu'à la fin, on a un textile rigide, plein de propriétés incroyables. C'est un textile vraiment ancestral qui a traversé plein de cultures. Aujourd'hui, par exemple, au Népal, en Kazakhstan, on en fabrique encore beaucoup. C'est aussi ancien que l'homme, je pourrais dire. Bon, c'est toujours utilisé pour des qualités d'isolation, évidemment, de protection contre le froid, le chaud, contre le son, évidemment. Ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant parce que dans ces images, ces événements traumatiques, il y a le visuel, mais on oublie qu'il y a aussi tout le sonore. Il y a des cris, il y a des obus, il y a des explosions, il y a des cris d'enfants, il y a plein d'autres choses qui composent cet événement traumatique que le visuel, autre que le visuel. Et peut-être que quelque part, c'est comme s'ils étaient condensés, absorbés dans ce feutre qui absorbe, quoi. Et vous semblez dire aussi que vos dessins pourraient laisser une trace, avoir une signification un peu de mémoire. Oui, on pourrait dire que ce serait envisagé comme un autre biais, quoi, pour regarder l'histoire, certains aspects de l'histoire. Parce que quand il se passe quelque chose dans le monde, comment est-ce qu'on est au courant ? On est au courant par l'image, à 95% quand même. Et moi, en tant que faiseuse d'images, je réfléchis aussi à tout ça. Et c'est un peu comme remonter à la source de cet événement et proposer un autre œil sur ça. C'est pas à contre-courant de la photographie et du travail du photoreporter que je trouve très important et essentiel. C'est pas une critique envers eux, c'est plutôt une réaction à cette réception-là, quoi. On reçoit tout ça, quelque part, comment on le digère, quoi. C'est une espèce de digestion, on pourrait dire, de ces images-là par le dessin. J'ai l'impression de sédation. Parce que la photographie a aussi un petit peu un rôle de mémoire. Elle va aussi un petit peu documenter notre histoire. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est comme une autre manière de parler de l'histoire, quoi, de la mémoire collective aussi. Mais c'est aussi une façon de ne pas être happé par la brutalité, la violence crue que peut porter en elle la photo, ce qui est vrai. On doit quand même le dire. Peut-être par le flou et par l'œuvre d'art, c'est une autre manière d'aborder la chose, parce que on parle d'événements, il y a quand même les titres, je ne suis pas dans la pure abstraction, il y a quand même des choses très concrètes, et donc voilà, si ça peut permettre juste une réflexion, une émotion, un souvenir, voilà, c'est un peu l'intention. Nous regardons le monde par l'image aujourd'hui, nous nous informons essentiellement par l'image, nous sommes noyés d'images. Est-ce que, selon vous, nous vivons un petit peu une crise de l'image ? Une crise de l'image, oui, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques temps qu'on est dedans. D'accord. De toute façon. Je pense que depuis l'apparition de la photographie, de toute façon, ça n'a fait qu'être crescendo et augmenter l'utilisation de l'image. L'image est quand même une création de l'homme. Il faut aussi, je pense, s'en souvenir. Et, par exemple, les animaux sont complètement libérés de cette contrainte. Ils n'ont aucune conscience de ce que c'est. Aujourd'hui, si on voulait définir ce qu'est une image, c'est pas non plus évident. Qu'est-ce qu'une image ? Oui. Je vous pose la question. C'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'une image, en fait ? Qu'est-ce qu'une image ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image est dans nos vies depuis longtemps. On a appris à la manipuler, à la diffuser, à la transformer. On peut parler aujourd'hui de ce qui se passe avec les intelligences artificielles, évidemment, mais je pense que c'est devenu un espèce de monstre un peu incontrôlable, un outil,
mais qui, je pense, doit quand même être maîtrisé. C'est-à-dire, c'est nous qui avons créé ça, donc à nous de dire quelles sont les limites, les barrières. Et avec l'intelligence artificielle, par exemple, moi, c'est quelque chose quand même qui me fait assez peur, notamment dans cette question de la remise en question de la vérité. Pour moi, c'est très fort parce qu'une image, c'est considéré comme la vérité, notamment dans le domaine de la presse, par exemple. Ce qu'on voit en tant qu'image est acquis comme une vérité. Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi par rapport aux intelligences artificielles aujourd'hui qui arrivent, où on ne pourra plus prouver bientôt qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, si ça a été fait par la machine ou si c'est la réalité. Je pense souvent à l'élection de Trump, par exemple, où il y a quand même des gens qui vivent aujourd'hui encore dans une autre réalité. À cause de certaines images qui ont été diffusées, à cause de textes aussi, mais ça peut vraiment changer. C'est-à-dire que des gens vont commencer à vivre dans des réalités parallèles, quoi. Tout à fait, à cause de l'image, parce qu'on n'aura plus confiance en l'image. Si on n'a plus confiance en l'image, ça crée des disparités, ça crée des gens qui vivent dans des différentes réalités, comme je disais. Et moi, je pense que c'est ça que va créer l'AI, si on ne la maîtrise pas un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes capables de lire une image ? Est-ce qu'il y a des codes, en fait, pour lire une image ? Je pense que oui, il y a des codes, mais c'est pas dans nos éducations. Lire une image, c'est pas structuré comme un langage, c'est pas quelque chose qu'on apprend à identifier, à lire. Par exemple, aujourd'hui, il y a des cours qui commencent à arriver pour lire, justement, identifier si c'est une image d'intelligence artificielle ou pas. Ce qui est une bonne chose, plutôt. Oui, mais donc c'est qu'il y a quand même des choses à savoir et des connaissances dans le fait de décrypter une image par rapport à sa vérité, par exemple. Par exemple, les intelligences artificielles ont beaucoup de mal avec les mains. Vous savez, elles ont beaucoup de mal à faire des mains. Oui, j'ai entendu ça. Des monocycles et des appareils dentaires. Bon, c'est complètement par hasard, mais apparemment, c'est les 3 grandes choses que l'intelligence artificielle a encore beaucoup de mal à faire. Oui. Donc, on sait identifier. Il y a eu beaucoup d'images comme ça, de manifestations en France avec Emmanuel Macron qui enlace des gens ou qui est traîné dans la boue. Bon, on sait identifier, mais il ne faut pas oublier qu'on est juste au début de tout ça, quoi. Et ça peut aller très très loin, quoi. Après, vous semblez dire aussi que la photo, finalement, depuis le début, n'est pas le reflet de la réalité. On arrive avec les IA, ça fait d'autant plus peur, mais à nouveau, ça demande un apprentissage pour arriver à prendre de la distance par rapport à l'image. Oui, mais je pense que c'est un peu ce que j'essaye de communiquer aussi dans mon travail de dessin, c'est de se rappeler aussi qu'il faut un moment respirer face à tout ça et qu'une photographie est jamais la réalité en entier, elle est toujours un morceau de la réalité, une parcelle dans le temps et dans l'espace. Elle est toujours un cadrage, une situation donnée. Elle ne dit pas ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Et dans les images de presse que j'utilise d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe après, si la personne est sauvée, si elle décède. Et on ne sait pas très bien le contexte qui a fait qu'on en est arrivé là. Et donc, il ne faut pas oublier qu'une image, c'est qu'un petit morceau de la réalité. Dans les choix éditoriaux aussi, les images qui nous arrivent sont des résultats de choix éditoriaux. C'est-à-dire que pour une image qui existe, il y en a 50 000 autres qui existaient. Où sont-elles ? Ce sont vraiment des images absentes qui auraient pu aussi communiquer peut-être d'autres choses. Mais tout ça n'est pas à 100% la réalité, en tout cas. Est-ce que dans le public, il y a déjà des personnes qui vous ont demandé de voir la photographie d'origine ? Oui, ça m'arrive souvent, mais je refuse toujours depuis le moment où en fait j'ai accepté une fois. Il y a longtemps, quand je suis sortie de l'école, un collectionneur avait beaucoup insisté pour voir la photo d'origine du dessin qu'il venait d'acheter. Et je l'avais prévenu, je lui avais dit que ça allait quand même changer sa vision du dessin et que quelque part, c'est un peu résoudre l'énigme, quoi, ou donner la clé de lecture. Il avait tellement insisté que j'ai accepté. Et effectivement, ça a changé complètement sa vision. Il a regretté après. Après ça, j'ai plus jamais accepté. De toute façon, pour moi, c'est de la matière, en fait. Ce sont des images que je garde, que j'ai en stock sur mon ordinateur, que je classe, que je répertorie, que je garde, évidemment, mais que je ne vais pas revoir, etc. C'est de la matière, quoi. Et vous dites que parfois vous faites du très grand format, c'est-à-dire ? Parmi les plus grands, j'ai fait par exemple un très grand dessin vertical de 1,80 m par 3 m de haut. Donc c'était quand même grand. Et puis récemment, j'ai montré 2 très grands formats à la Centrale à Bruxelles qui faisaient 1,20 m de haut par 4 m de long.
Donc vraiment des formats très panoramiques comme ça, presque cinématographiques. Et oui, ça, on est vraiment sur un temps de travail beaucoup plus long. Une implication du corps aussi physique, parce que je l'ai fait parfois par terre, où je suis couchée sur le feutre. C'est pas du tout le même travail que de dessiner assise à une table. Et quand vous faites ça, il y a plusieurs émotions qui doivent vous traverser. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Je pense beaucoup à l'événement, à l'image au début. Mais je sens, je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'absorbe quand même, quoi. Parce qu'à la fin, je range mon image et quand je détermine que le dessin est terminé, l'image, c'est devenu autre chose, quoi. C'est comme si elle s'était transférée en une autre forme. Et je la regarde plus d'ailleurs après. Est-ce que vous auriez une œuvre que vous avez réalisée avec des sentiments particulièrement contrastés ? Parmi les dessins ? Oui. J'avais réalisé un ensemble de 3 dessins qui traitaient d'un événement qui avait eu lieu dans le nord du Cameroun, à Maroua. C'était une explosion, en fait, une jeune fille qui avait une ceinture d'explosifs à la ceinture et qui avait été envoyée par Boko Haram pour se faire exploser au milieu d'un marché. Et bon, c'était terrible. Et en fait, j'avais traité cet événement-là lors de ma résidence au Cameroun, justement. Donc, en fait, j'ai pu confronter, je pense que c'était la première fois, mon travail et cet événement-là en particulier aux gens qui l'avaient vécu, qui en avaient entendu parler de l'intérieur du pays, quoi. Et ça, c'était super intéressant. Ça m'a, au niveau émotionnel et réception du travail, ça a été assez fort. J'avoue que ça m'avait un peu chamboulée sur le moment. Voilà, je pense que je pourrais, cet exemple-là en particulier. Là, on vient de parler de vos dessins. J'aimerais aussi m'intéresser un petit peu sur une autre série que vous avez faite qui s'appelle Facepalm. Et c'est une série de 6 portraits photographiques de 6 femmes. Et alors, c'est intéressant parce que, donc, si je me suis bien renseignée, donc, il s'agit d'archives que vous avez été recherchées. Et ce sont des femmes qui se cachent le visage. Donc, on ne sait pas distinguer leur figure. Et voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette histoire, même de la signification du mot facepalm ? Donc, le facepalm, il n'y a pas de traduction vraiment française. C'est là où l'anglais est très fort. Facepalm, c'est vraiment la paume de la main sur le visage, quoi. D'accord. C'est vraiment se couvrir le visage, les yeux, avec la paume de la main. D'accord. C'est un geste qui a traversé l'histoire de l'art depuis longtemps, depuis Masaccio, avec Adam et Ève chassés du paradis, en passant après par une statue que j'ai photographiée justement au Jardin des Tuileries à Paris, de Caïn venant de tuer son frère Abel. D'accord. C'est un geste qui a été aussi repris au début des années 2000 dans des émoticônes et des mèmes sur Internet. C'est devenu vraiment un geste qui englobe à la fois des questions de honte, vraiment des questions de ne pas vouloir voir, ne pas vouloir être vu, ne pas supporter de voir quelque chose. Il y a un rapport très fort avec ce geste à l'image, au fait d'être photographié et à cette photographie, donc contrainte subie. Donc tous ces aspects-là de ce terme-là m'a évidemment énormément intéressée. Et donc est né ce projet Facepalm, qui reprend donc effectivement des visages de femmes complices et criminelles, complices de crimes durant les années de la Grande Prohibition à Chicago. Donc c'est vraiment aussi une période charnière au niveau de l'histoire de la photographie, parce que c'est vraiment le début aussi de la photographie judiciaire. C'est début des années 30. Années 30. C'est vraiment le début de l'image qui fait preuve, de l'image qui accuse, qui devient tout d'un coup un outil lié à la justice, parce que la photographie et la justice n'étaient pas spécialement liées avant ça. Tout ça est très intéressant, évidemment. Et donc, ces archives-là viennent du Chicago Tribune. C'est un journal de Chicago qui donc met en libre accès ces images-là. Donc, moi, j'ai recadré dans ces images. Ce sont à la base des images qui ont tout un contexte. C'est au milieu d'une cour pénale ou à la sortie d'un tribunal. Il y a d'autres gens, etc. Mais j'ai recadré juste les visages de ces femmes-là. D'une part parce que le geste était vraiment là. C'était vraiment un facepalm, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Une très grande vulnérabilité, quelque chose de très sensible, de très féminin aussi, de très... on dirait à la fois aussi un peu des starlettes. Il y a quelque chose de très, très ambigu dans ce type d'image, j'ai trouvé. Et je les ai ensuite imprimés sur du satin, donc un satin qui s'appelle le satin Duchesse, qui est un tissu donc assez délicat, assez connoté féminin aussi, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi, mais assez volant aussi, assez flottant. Et donc ce sont
des très grands formats qui sont suspendus à une tige en acier, un peu comme des fantômes finalement, ou des drapeaux, des étendards, des figures comme ça, des icônes. Toutes ces femmes ont une histoire très particulière et en fait elles ont été entraînées par leur bandit de mari, je pourrais dire. Donc elles sont à la fois victimes, à la fois coupables un peu par elles-mêmes, et tout ça transpire d'une très grande vulnérabilité. Donc je trouvais ça intéressant, et ce projet-là a fait naître par la suite un autre projet qui s'appelle Purple Walk, que j'ai réalisé plus tard, qui sont des impressions de gens aussi qui sortent du tribunal et qui subissent ce qu'on appelle le Purple Walk. C'est un peu ce qu'elles subissent là aussi, mais le Purple Walk, c'est un terme américain qui veut dire vraiment faire défiler le suspect, le condamné, pour l'exposer aux yeux aux objectifs des photographes. C'est cette espèce de parade médiatique où on fait, c'est une espèce de potence publique, quoi. Et donc voilà, ça a fait naître ce projet après par la suite Purple Walk, mais dans ces questions de rapport entre l'image, la violence, la justice, la honte. Le voyeurisme aussi. L'accusation, comme ça, l'objectif vraiment accusateur, quoi, et la photographie subie. Donc le projet Facepalm, par exemple, je sais pas, il y en a une des 6 femmes qui s'appelle Myrtle Gorman, qui était l'épouse d'un grand gangster qui était l'opposé d'Al Capone, et en fait son mari a été tué lors de ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin, qui est un très gros massacre qui a eu lieu par la bande d'Al Capone à Chicago. Ils ont tendu un piège à leur bande rivale, en gros, pour les exécuter. Et donc il y avait son mari dans ce groupe, et elle a caché, après, pendant le procès, elle a complètement couvert son mari. Enfin voilà, il y a toute une histoire très très particulière, mais elles ont chacune leur petite histoire que j'avais repris dans la monographie, justement. Et donc, elle a été condamnée comme complice. Oui. Considérée comme complice, c'est ça. C'est vrai que cette photo est intéressante, parce qu'on ne voit absolument pas son visage. Elle a ce chapeau, elle a cette écharpe en fourrure comme ça, cette fourrure, ce gant. On ne voit rien du tout, en fait. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi toute cette gestuelle, parce que finalement, pour ne pas entendre, on peut se boucher les oreilles. Pour ne pas être photographié, c'est difficile, quoi. On doit trouver des manières de se dissimuler. Et qu'est-ce qu'on veut dissimuler ? C'est quand même principalement son visage. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a juste ses mains, quoi. Donc, voilà. Et encore, il y a un gant. Et encore, il y a un gant. Et encore, la main ne couvre pas tout le visage. Donc, je trouvais ça intéressant, toute cette gestuelle pour essayer de se cacher absolument, alors que finalement, c'est pas possible. On a quand même une image, quoi. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi 6 femmes, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi les hommes ? À l'époque, je sais pas, en parcourant ce site d'archives du Chicago Tribune, je remarquais qu'il y avait quand même pas mal de femmes, en fait. Et donc, j'ai décidé de creuser ça, de m'y intéresser. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'elles étaient un peu coupables par procuration, quoi. Ouais. Il y avait cette espèce d'idée de l'un qui a entraîné l'autre. Et puis à l'époque, les femmes étaient quand même pas tout à fait libres. Donc elles étaient quand même... c'est une espèce de double chose subie. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Et avant de terminer, j'aimerais aborder avec vous des questions qui ont souvent été posées par le journaliste et écrivain français Bernard Pivot. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et en fait, c'était le présentateur des émissions Culte, Apostrophe et Bouillon de Culture entre les années 70 et le début des années 2000. Donc, il présentait essentiellement des écrivains et leurs derniers bouquins de manière amusante. Et il terminait systématiquement ses interviews par 5 questions. Okay. Et j'aimerais bien vous les poser. Alors, la première, c'est votre mot préféré. Mon mot préféré Dame Ned. Mon mot préféré... faut que j'y réfléchisse un petit peu, là. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Surtout un seul mot. Oui. Vous pouvez dire celui qui vous vient à l'esprit tout de suite, là. Humain, je pourrais dire. Humain, c'est un beau mot. J'aime bien ce mot. Oui, c'est vrai que c'est beau. Le mot que vous détestez? Trahison. Tout ça est plutôt en accord, en fait, avec votre thématique et votre démarche artistique, j'ai l'impression. Oui, mais aussi ma vie personnelle, mais oui. C'est ça, ok. Votre drogue favorite? Le sport. Le sport? Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? La danse, le patin à roulettes. Ah, génial! Et un peu de musculation parfois.
C'est important pour faire du dessin. C'est vrai en plus. Génial. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Putain. Ce serait le même que moi. Moi, je dirais putain aussi. Qui pourrait illustrer un nouveau billet de banque? Bonne question. Un artiste contemporain, peut-être, mais je sais pas qui. Vous? Non, pas moi. Mais un artiste, un poète ou un artiste ou un musicien. Les mettre à l'honneur. Oui. C'est ça. Léa Belousovitch, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous. Vous venez d'écouter le 2e épisode d'Élan d'artiste, un podcast qui interroge le lien entre art et société. L'écriture et la réalisation, c'est moi, Alix Dehain. Merci à Michael Remers pour la technique et à Fantôme pour la création musicale. Élan d'artiste est un podcast diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. N'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez m'écrire à l'adresse elandartiste@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.